Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle playlist qui va être dédiée à la thermodynamique. Donc je vais essayer de donner des résumés du cours et des exercices d'application pour simplifier un peu l'étude de cette matière, suite bien sûr à la demande de grand nombre d'entre vous. Bien, donc la thermodynamique, qu'est-ce que c'est que la thermo et dans quelle époque elle a été née cette science? Eh bien, la thermo, c'est une science qui est née à la fin du XVIIe siècle, donc dans une époque, ou bien à une époque où il était intéressant, où les scientifiques ou les industriels s'intéressent à construire des machines indispensables à l'industrie qui est en train de se développer. Quelle était leur motivation? C'est essayer de répondre à un besoin industriel de l'époque. Le besoin, c'était quoi? C'est de trouver des conditions optimales pour transformer de la chaleur en travail. Donc on veut créer un travail à partir de la chaleur. Bien, la thermodynamique est formée par deux mots. Vous avez le mot thermo et vous avez le mot dynamique. Donc thermo, ça veut dire énergie, chaleur, et dynamique, bien sûr, veut dire le mouvement. Donc si on peut définir la thermo, on peut dire que c'est la thermodynamique est la science des échanges d'énergie entre les systèmes ou entre le système et le milieu extérieur. Donc vous voyez déjà quelque chose qui va jouer un rôle très important, c'est qu'est-ce que c'est qu'un système thermodynamique et qu'est-ce que c'est qu'un milieu extérieur. Ensuite, que peut prévoir les lois de la thermodynamique? On va voir que la thermo toujours va être basée sur le canevas suivant. À partir d'un système thermodynamique bien défini, on va démarrer à partir d'un état initial, on va lui faire subir une transformation et on va définir les différents types de transformations et on va arriver à un état final. Donc, suivant la nature de la transformation, le but de la thermodynamique, c'est de déterminer les quantités échangées entre le système et le milieu extérieur, les quantités d'échange d'énergie sous forme, bien sûr, de travail ou bien de chaleur. Donc on peut dire que la thermodynamique, c'est une description macroscopique. Ça, c'est le premier point très important. On ne s'intéresse pas à ce qui se passe microscopiquement dans notre système. Donc c'est une étude d'approche phénoménologique, ça veut dire basée essentiellement sur l'expérience. Et on étudie souvent des systèmes, un gaz par exemple. C'est un ensemble considérable de particules. Donc, bien entendu, on ne peut pas faire une étude microscopique. Et il y a une autre branche qui va s'occuper de cette étude, c'est ce qu'on appelle la physique statistique. Donc la thermo, c'est une propriété d'un ensemble et non le comportement individuel de chaque entité. Donc cette thermo va nous permettre d'établir les relations entre les propriétés macroscopiques qu'on peut mesurer expérimentalement, pression, température, et les mécanismes microscopiques auxquels on n'a pas accès. Et on va définir des variables qu'on va appeler des variables d'état. Vous allez voir, c'est un nombre très réduit de variables qui va permettre, à partir de ces variables, on peut définir l'état macroscopique d'un système thermodynamique. Bien, donc justement ce système thermodynamique, par exemple, c'est un gaz formé de N molécules. Donc comme je disais, vous avez deux approches. Vous avez l'approche microscopique. Si, supposons, le cas le plus simple, c'est un gaz monoatomique, ça veut dire un atome peut être représenté par un seul point matériel. Donc l'approche microscopique est basée sur la connaissance des positions et des vitesses ou bien des quantités de mouvement de chaque atome. Donc si vous avez par exemple un atome, vous avez 6 degrés de liberté, 3 degrés de liberté ou bien 3 degrés, 3 inconnus pour la position de chaque particule et 3 Vx, X, Y, Z et 3 autres pour la quantité de mouvement, bien pour la vitesse Vx, Vy, Vz. Donc si vous avez une mole de gaz parfait, vous voyez bien que le nombre de degrés de liberté devient très énorme et on ne peut pas faire bien sûr une étude par la mécanique classique qui était connue à l'époque. Et il sera
développer une autre branche de la physique qu'on appelle la physique statistique, essentiellement par l'Écossais Maxwell et l'Autrichien Boltzmann, qui vont réconcilier la thermodynamique avec la physique des particules en travaillant essentiellement au niveau microscopique, c'est-à-dire à partir l'objectif, c'était de cette physique statistique, c'est de retrouver les grandeurs qui caractérisent le système d'un point de vue macroscopique à partir d'une étude microscopique, c'est-à-dire on comprend mieux ce qui se passe. Par contre, la thermodynamique, c'est une approche macroscopique, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau microscopique de la matière, mais vous allez voir, c'est une étude qui va nous permettre de décrire le système en fonction d'un nombre très réduit de paramètres tels que la pression, le volume et la température. Et à partir de cette étude, bien sûr, elle va permettre d'étudier tout ce qui est échange d'énergie et de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Bien. Donc, en résumé de cette première partie, vous avez deux branches de la thermodynamique. Vous avez la thermodynamique classique. Il explique le comportement de la matière ou du système en fonction de leur variation d'énergie et d'entropie qu'on va définir après. Et il décrit uniquement les états initiaux et finaux du système en évolution. D'accord? Donc, on va s'intéresser essentiellement à l'état initial, à l'état final. Bon, le chemin suivi va jouer un rôle, mais on va voir dans quel type de transformation il va jouer le rôle. Par contre, la thermodynamique statistique, elle cherche à expliquer l'origine et la signification des variables macroscopiques. Donc, on comprend mieux l'origine de l'entropie, l'origine de la pression, l'origine de la température. Bien. Passons maintenant à introduire cette notion de transfert d'énergie par deux exemples. Donc un système, donc on va redéfinir ce que c'est qu'un système thermodynamique dans la suite. Donc on verra qu'un système thermodynamique peut échanger de l'énergie avec l'extérieur sous deux formes. En général, souvent les questions qu'on vous pose, calculer le travail et l'énergie et la chaleur échangée lors d'une transformation donnée. Donc d'abord, sous forme de travail mécanique, voilà un exemple. Vous voyez appuyer sur un piston, donc vous allez exercer une force, donc vous allez comprimer le fluide. Donc là, c'est un travail mécanique. Le piston exerce une force, donc c'est une force mécanique. La position du piston va évoluer, ainsi que le point d'application de cet effort va être déplacé. Donc l'échange d'énergie, dans ce cas-là, est sous forme de travail. C'est-à-dire le fluide a reçu un travail, et on verra qu'un travail reçu va être noté positivement. Maintenant, la chaleur, c'est en fait tous les autres échanges de chaleur, l'échange d'énergie autre que mécanique. D'accord? Et la chaleur, par exemple, vous mettez une casserole sous votre feu, là, exemple, une casserole pleine d'eau chaude, vous voyez bien que la température de l'eau va augmenter, ça veut dire l'eau a reçu de l'énergie, et cette énergie, elle est sous forme de chaleur. Donc, vous avez le change d'énergie peut être sous forme soit du travail, soit sous forme de chaleur. Bien, maintenant on va définir le premier point très important en thermodynamique, c'est la notion du système thermodynamique. Donc un système thermodynamique, c'est quoi? C'est la région de l'espace que l'on veut étudier. Donc vous avez votre verre de thé, il contient le thé que j'ai montré tout à l'heure, thé très chaud. Et le système, ça peut être juste le thé, ça peut être le thé plus le verre, ça peut être le thé plus le verre plus la tasse. Donc, il faut bien définir qu'est-ce que c'est que notre système thermodynamique. Une fois qu'on a défini le système thermodynamique, le complément du système thermodynamique, on va l'appeler le milieu extérieur. C'est-à-dire autre chose que le système étudié, c'est-à-dire son complément dans l'univers. Bien sûr, l'univers, c'est un mot très grossier, mais l'univers, c'est juste par rapport à son voisinage. Quels sont les différents types de systèmes thermodynamiques qui peuvent exister? Donc, vous avez essentiellement trois systèmes qu'on va étudier. Il y a ce qu'on appelle le système isolé. Qu'est-ce que ça veut dire un système isolé? Prenez votre verre de thé, vous allez le fermer avec une paroi qui ne permet pas d'échanger de la chaleur avec l'extérieur. Vous le mettez dans un thermostat. Donc là, vous avez un système isolé. Ça veut dire il n'y a aucun échange, c'est simple de dire aucun échange avec le milieu extérieur. Ni de chaleur, ni de travail, ni de quantité de mouvement. D'accord? Donc je mets mon thé dans un verre qui est fermé
et cette fermeture, il ne permet pas d'échanger la chaleur, je mets tout dans un thermostat et vous voyez bien que mon verre de thé ne va échanger avec le milieu extérieur ni chaleur, ni travail, ni quantité de matière. C'est ce qu'on appelle un système isolé. Qu'est-ce que c'est qu'un système fermé? Un système fermé, c'est toujours mon verre de thé qui est fermé, donc il ne peut pas échanger de la matière, le thé ne peut pas s'évaporer parce que le système est fermé, mais il échange de l'énergie. Donc si je mets mon verre de thé sur ma table, très chaud, au bout d'un quart d'heure, le verre de thé va refroidir. Donc le système échange de l'énergie avec le milieu extérieur, mais la quantité de thé va rester constante. Donc il n'y a pas d'échange de matière. C'est ce qu'on appelle un système fermé. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un système ouvert? C'est toujours mon verre de thé, mais qui est ouvert. Donc je le laisse sur la table, le thé très chaud. Vous voyez bien qu'il y a évaporation de le thé. Donc mon verre de thé, il y a un échange de chaleur, bien sûr il va refroidir, mais en même temps un échange de matière. La quantité de thé va diminuer parce qu'il y a une partie qui va s'évaporiser. Donc voilà ce qu'on appelle un système isolé, système fermé et un système ouvert. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un état d'équilibre? État d'équilibre, on va parler des états d'équilibre et des variables thermodynamiques. Donc un état d'équilibre thermodynamique, c'est un état où le système est dans un état stationnaire. Stationnaire, ça veut dire les variables thermodynamiques sont indépendantes du temps et homogènes. Qu'est-ce que ça signifie homogène? Toujours, je prends mon verre de thé, ça veut dire la température, elle est la même en tout point du matériau. Dans mon verre de thé, par exemple, d'accord? Donc ça veut dire la grandeur physique ne dépend pas du point où je la mesure dans mon système. Bien, maintenant, on a défini ce que c'est qu'un système thermodynamique. On va définir les variables qui permettent de décrire ce système et on va voir qu'il y a deux types de variables, ce qu'on appelle les variables extensives, ce qu'on appelle les variables intensives. Bon, pour définir qu'est-ce que c'est que les variables intensives et extensives, prenons deux systèmes, par exemple 1 litre d'eau, 1 litre d'eau plus 1 litre d'eau à la température T à la même pression. Je prends même température, même pression. Je mélange les 2 litres. Le premier litre avec le deuxième, je vais obtenir 2 litres. 2 litres d'eau. Bien sûr, le volume va être 2 fois le volume. Ce volume V1, V2, V1, VV, c'est le même volume. Donc, le volume final va être 2V. Celui-là, à la température T, si je les mélange, je vais avoir toujours la même température, bien sûr la même pression, et la densité, ce litre d'eau de densité D, celui-là de densité D, bien sûr l'eau ne va pas changer de densité. Et vous voyez bien que certaines grandeurs ont été multipliées par 2, par contre d'autres ont gardé la même valeur. Et c'est ça ce qu'on appelle les variables, extensives, c'est-à-dire ils ne sont pas additives. C'est l'exemple de la pression, de la température, de la densité. Donc, ils ne dépendent pas de la quantité de matière. Par contre, vous avez des variables intensives. Eux, ils sont additifs et ils dépendent de la quantité de matière. Vous avez une masse M. La masse totale va être 2M. Un volume V, le volume total va être 2 fois V. Une énergie E1, l'énergie totale va être 2 fois E. Donc, voilà. On parlera dans la suite des variables intensives et des variables extensives. En général, les variables en thermodynamique, vous allez voir, elles ne sont pas indépendantes. Elles sont liées par ce qu'on appelle une équation d'état. Et vous connaissez tous la fameuse équation PV égale nRT. C'est un exemple d'équation d'état d'un gaz qu'on appelle un gaz parfait, qu'on va utiliser souvent. C'est une bonne approximation, bien sûr. C'est un gaz qui doit subir certaines conditions pour que cette équation valable. Tous les gaz, bien sûr, ne sont pas parfaits, mais pour simplifier un peu juste les calculs, on va souvent modéliser un gaz par un gaz parfait. Bien. Maintenant, on a défini ce que c'est que les variables intensives, ce que c'est que les variables extensives. On va parler des transformations. Quels sont les types de transformations que peut subir un système en thermodynamique? Donc d'abord une transformation, c'est vous passez d'un état initial, et vous subissez à votre système une transformation, un chauffage, une compression, un refroidissement, ainsi de suite. Tout ça, c'est des transformations. Il va évoluer vers un état final. Donc, quels sont les types de transformations? Autrement dit, comment on va
se transformer mon système quand je passe de l'état initial à l'état final. Vous avez deux grands types de transformations. Il y a ce qu'on appelle les transformations spontanées et les transformations quasi-statiques. Qu'est-ce que ça veut dire une transformation spontanée? Ça veut dire par exemple, j'ai un piston, j'ai un gaz, je vais déposer sur mon piston une masse de 10 kg, instantanément, le piston va se déplacer d'une hauteur h et je vais arriver à l'état final. Donc vous voyez, je passe d'une façon instantanée de l'état initial vers l'état final. Ça, c'est ce qu'on appelle une transformation spontanée. Il n'y a pas, les états intermédiaires ne sont pas nécessairement des états d'équilibre. Donc, d'ailleurs, on ne les connaît pas ici, les états intermédiaires. Donc, je passe rapidement d'un état initial à un état final d'une façon spontanée. C'est ce qu'on appelle une transformation. Bien sûr, cette transformation n'est pas quasi-statique. Pourquoi il n'est pas quasi-statique? On doit définir d'abord ce que c'est qu'une transformation quasi-statique. Donc, c'est une suite d'états d'équilibre. C'est-à-dire, pour passer de le même état initial à l'état final, mais je vais passer par n états et chaque état est un état d'équilibre. C'est-à-dire, au lieu de déposer 10 kg d'un seul coup, je vais partager ces 10 kg en 10 000 grammes et je vais poser à chaque fois un seul gramme. Donc, de là à là, mon système va être pratiquement à l'équilibre parce que j'ai déposé un gramme. Donc, le système va évoluer d'une façon très, très lente entre l'état 1 et l'état 2. Ensuite, entre l'état 2 et l'état 3, je dépose un deuxième gramme et ainsi de suite. Et donc, je vais, à chaque état intermédiaire, est un état d'équilibre. Donc, c'est une transformation qui est suffisamment lente, et les variables du système définissant le système sont connues. C'est ça ce qui est très important. On connaît à chaque instant les variables d'état qui décrivent mon système. Donc, dans tout l'état intermédiaire, à chaque instant ici, l'état 1, l'état 2, l'état 3, je connais la pression, je connais le volume de mon gaz. Donc, vous voyez bien que ici, c'est une transformation qui n'est pas quasi-statique parce qu'elle n'est pas suffisamment lente. Elle se fait d'une façon très, très spontanée, très rapide. Donc, voilà une première classification. Ensuite vient une deuxième classification, ce qu'on appelle les transformations réversibles et les transformations irréversibles. Bon, souvent là, on va travailler avec des transformations réversibles et irréversibles, mais qu'est-ce que c'est qu'une transformation réversible? Ça veut dire tout simplement si on peut inverser le sens d'évolution, c'est-à-dire revenir en état, vous partez d'un état initial à un état final, dans ce sens-là, ça veut dire je peux décrire le chemin inverse en passant exactement par tous les états intermédiaires. Donc ça, c'est une transformation réversible. C'est-à-dire je peux revenir en arrière et passer exactement par les mêmes états d'équilibre. Donc si la transformation vérifie ce critère, on parle d'une transformation réversible. Bien. Donc, une modification infiniment petite des paramètres extérieurs permet d'en inverser le sens. D'accord? C'est-à-dire, l'exemple de tout à l'heure, je passe de là à là en ajoutant 1 gramme, mais je peux revenir en arrière en enlevant 1 gramme. Donc, vous voyez bien, c'est une transformation qui est réversible. La même chose, hein? Donc je peux décrire le système dans ce sens-là en ajoutant à chaque fois 1 gramme, mais je peux revenir en système inverse en enlevant à chaque fois 1 gramme et je vais revenir exactement dans mon état initial. Si c'est le cas, c'est une transformation qui est réversible. Bien. Une transformation réelle, et en général, bien sûr, la majorité de transformations sont non irréversibles. Ça veut dire quoi non réversible? Donc, ça veut dire que je ne peux pas revenir à l'état initial par le même chemin. Je vais vous donner des exemples de transformations irréversibles. Donc, pourquoi on s'intéresse aux transformations réversibles? Pour deux raisons. D'abord, les machines, on va voir dans la suite les applications de la thermodynamique, essentiellement les machines thermiques, qui fonctionnent avec des transformations qui sont réversibles, qu'on appelle des transformations idéales. Dans ce cas, les pertes sont minimisées et le rendement est important. Aussi, puisque à chaque état intermédiaire, on connaît les variables d'état, donc les calculs, on peut faire des calculs d'échange d'énergie lorsque la transformation est réversible.
D'accord? Car les variables d'état, bien sûr, sont bien définies et varient de façon continue. Donc, je peux intégrer, par exemple, la variation de volume entre l'état 1 et l'état 2, et la variation de la pression entre l'état 1 et l'état 2. Notez très bien, voilà une conversion qu'on fait. Une transformation réversible doit être obligatoirement quasi-statique. Mais une transformation quasi-statique n'est pas forcément réversible. Je peux avoir une transformation quasi-statique, c'est-à-dire se fait de façon très lente, mais n'est pas automatiquement une transformation réversible. Voilà un exemple. Vous avez deux conducteurs, l'un à la température T1, l'autre à la température T2. On va supposer que T1 est très supérieur à T2, c'est-à-dire vous avez un corps chaud et un corps froid. On va les lier par un fil conducteur de très mauvaise conductivité. Donc ça veut dire qu'il va laisser, bien sûr, si vous liez deux corps, un chaud et un froid, la chaleur va passer du corps chaud vers le corps froid. Mais comme le fil, c'est un mauvais conducteur de chaleur, la chaleur va passer du premier corps vers le deuxième corps de façon très très lente. Donc c'est une transformation quasi-statique, jusqu'à ce que la température des deux conducteurs soit égale. Et on va arriver à l'état final. Est-ce que la transformation inverse va avoir lieu d'une façon spontanée? Bien sûr, non. La chaleur ne peut pas passer de deux corps qui sont à même température de façon spontanée pour créer un corps chaud et un corps froid. Donc c'est une transformation qui ne peut pas se faire dans le sens inverse. Donc c'est une transformation irréversible. Bien. Maintenant, je vais résumer et je vais revenir dans une prochaine vidéo en détail sur les différents types de transformations qui existent et calculer pour chaque transformation. Et je pense que c'est la vidéo qui va être la plus importante pour vous, c'est de connaître pour chaque transformation quelle est la quantité de chaleur et quel est le travail échangé entre le système et le milieu extérieur. Bien sûr, après avoir défini qu'est-ce que c'est que le travail et qu'est-ce que c'est que la quantité de chaleur. Donc, on va définir juste dans cette partie les différents types de transformations. Il y a ce qu'on appelle transformation cyclique. Ça signifie quoi cyclique? Ça veut dire que vous partez d'un état initial et vous revenez vers le même état initial. Donc, vous décrivez un cycle. L'état initial et l'état final sont confondus. Vous avez aussi ce qu'on appelle une transformation isochore. Isochore, ça veut dire la transformation le volume reste constant. Iso, même. Isochore, même volume. Monobar, faites attention à la différence entre monobar et isobar. Monobar, ça veut dire la pression du milieu extérieur est constante lors de la transformation. Monotherme, c'est plutôt la température du milieu extérieur qui est constante lors de la transformation. Iso, cette fois-ci, c'est la pression du système. Faites attention, monobar, c'est la pression du milieu extérieur qui est constante. Par contre, isobar, c'est la pression du système qui est constante durant la transformation. Et isotherme, c'est la température du système qui est constante lors de la transformation. Et on peut ajouter aussi, bien sûr, adiabatique, le transfert thermique est nul entre le milieu extérieur et le système lors de la transformation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Bien. Comme je disais, je vais revenir en détail sur ces 4 transformations, mais je vais vous donner juste un petit mot. Donc souvent, les transformations, on va les décrire dans un diagramme qu'on appelle le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V. Isobar, ça veut dire la pression du système, elle est constante. Donc pression constante, ça veut dire, si je décris la transformation, ça sera une ligne horizontale entre un état initial et un état final. Bon, ça peut être, bien sûr, si je pars ici, le volume augmente, donc c'est une... ça peut être bien sûr d'un état 1 de cet état-là vers celle-là. Ça peut être le chemin inverse, ça dépend si le volume augmente ou le volume diminue. Donc on peut parler aussi d'une transformation isochore. Cette fois-ci, se fait à volume constant. Là aussi, ça peut être dans le sens vers le haut, vers le bas. L'essentiel, le volume du système, il est constant, V1. Là, c'est la pression qui est constante, P1. Ça peut être une transformation isotherme. Isotherme, si je prends le cas d'un gaz parfait, vous avez PV égale NRT égale une constante. Donc, si je trace P en fonction de V, c'est une constante sur V. Donc, c'est qu'une hyperbole. Donc, les transformations isothermes, ce sera des hyperboles. Bien sûr, celui-là va être à une température T1. Celui-là, c'est un isotherme à température T2. Tous les points ici sont à la même température. Et T2, bien sûr, est supérieur à T1. Et on va voir
qu'il y a une autre transformation qui est adiabatique. Bon, adiabatique, et on reviendra adiabatique, ça veut dire tout simplement il n'y a pas d'échange de chaleur. Et on va montrer que lorsque la transformation adiabatique pour un gaz parfait, PV à la puissance gamma égale une constante. Donc vous voyez faire ici PV égale une constante, c'est un cas particulier, mais ici, puisque gamma est supérieur à 1, on va le montrer, on va définir ce que c'est gamma. Donc l'essentiel pour le moment, ce sera 10 hyperboles, mais dont la pente va être plus importante que celle d'une transformation isotherme. Bien sûr, ici, là aussi, ça dépend. Si on refroidit notre système, ça va être dans ce sens-là. Si on le chauffe, ça va être dans le sens inverse. Donc voilà les quatre états, les quatre transformations connues. Bien sûr, donc le but de cette première vidéo, c'est d'introduire la thermodynamique, d'introduire les différents types de transformations, réversibles et irréversibles. Bon, vous avez, je donne un autre exemple, une transformation irréversible. Prenez par exemple, vous avez ici, prenez ici un piston qui contient deux gaz, un gaz d'azote et un gaz d'oxygène. Donc voilà l'état initial. Ici, vous avez une barrière. Si j'enlève la barrière, bien sûr, vous avez les deux gaz qui vont être mélangés. Est-ce que je peux décrire cette transformation dans le sens inverse? Donc impossible, je ne peux pas. Le gaz d'azote ne peut pas s'isoler de façon spontanée par rapport à celui de l'oxygène. D'accord? Bien, on a défini. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que c'est qu'un système thermodynamique. Donc, bien définir votre système, c'est exactement la même chose en mécanique. Toujours bien connaître le système que vous étudiez. Quels sont les types d'échange de chaleur qui va avoir lieu avec le milieu extérieur. Et les types de chaleur, ça dépend de la nature de la transformation. Essentiellement, on va s'intéresser aux transformations isochore, transformation isotherme, isobare et isotherme. Voilà, et adiabatique. Vous avez les quatre transformations qu'on va étudier essentiellement. D'accord? Et suivant chaque transformation, on va définir exactement quelle est l'expression de la quantité de chaleur et la quantité d'énergie qui va être échangée avec l'extérieur. Et cet échange d'énergie va nous permettre de définir, bien sûr, de parler du premier principe de la thermodynamique, de définir les différents coefficients thermoélastiques qui vont décrire notre gaz parfait. Tout ça va être décrit dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude bon courage, bonne continuation et à bientôt pour la suite.